La gastro-entérite, je pense que c'est une des maladies que les gens haïssent le plus. Puis on a tous eu accès à quelqu'un qui vomit, qui a la gastro, puis on touche à rien, on se lave les mains puis on l'attrape quand même. Fait que nous, on se disait, bien, est-ce qu'on est déjà regardé dans l'air? Qu'est-ce qui se passe? La passion pour les biorossols a commencé, en fait, pendant mon doctorat. Mon projet de doctorat, ça s'est apparu dans ma vie de façon accidentelle. J'avais appris qu'un pneumologue cherchait une étudiante pour étudier la qualité de l'air dans les fermes. Puis moi qui aimais beaucoup les animaux, puis je voulais déjà peut-être aller en médecine vétérinaire, puis j'adorais la microbiologie, puis j'avais fait une maîtrise dans un autre domaine. J'ai décidé de retourner là-dedans, puis ça a été une révélation. En fait, j'ai réalisé à quel point on était comme au Moyen Âge de cette science-là, puis que c'était un buffet à volonté, en fait. Peu importe l'idée qu'on avait, peu importe ce qu'on voulait faire, bien, on pouvait le faire. Ça a changé ma vie, là, de faire la rencontre de ce chercheur-là, qui était mon mentor au doctorat, puis après ça, de pouvoir construire les bases de cette thématique-là à mon centre de recherche. Malgré ce qu'on pourrait croire, on est exposé toujours aux biorossols. Comme en ce moment, là, j'en génère des millions à chaque minute dans l'air. Donc, les biorossols, c'est tout ce qui est contenu biologique contenu dans l'air. Donc, ça peut être autant des micro-organismes du sol lorsqu'on marche, ça peut être des champignons dans les forêts qui relâchent des petites spores, ça peut être des moisissures qui poussent sur des murs dans une maison puis qui relâchent aussi du matériel biologique dans l'air, ça peut être des allergènes d'animaux, mais ça peut aussi être des virus lorsqu'on est en contact avec, par exemple, des eaux usées ou une personne qui est infectée d'une maladie comme la rougeole, la varicelle ou la COVID. Mais ça peut aussi être tout ce qui est associé, par exemple, à la formation des nuages chez des bioaérosols. Donc, c'est des bactéries qui créent les nuages, entre autres. Donc, éventuellement, tout le contenu biologique de la planète qui se ramasse dans l'air là, entre dans la définition de bioaérosol. Donc, c'est important parce que c'est impliqué dans plein de phénomènes naturels, mais c'est aussi responsable de plein de maladies. Quand on pense à l'asthme, on pense à la maladie du poumon de fermier, on pense à la COVID, la grippe, la gastro-entérite. Donc, plusieurs maladies ou plusieurs affections sont transmises éventuellement par l'air. On n'a pas le choix de respirer. On est comme coincé avec ça. Fait que quand on respire, ben, veut pas, on se met en contact avec une foule d'agents biologiques. La plupart du temps, on s'entend qu'on n'est pas malade, on vit là-dedans, c'est normal. Mais dans certaines situations, on va plus s'intéresser à c'est quoi les situations qui vont générer peut-être des problèmes. Et des fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut mitiguer le risque, donc réduire le risque de développer ces problèmes-là. En milieu hospitalier, quand il y a des éclosions, c'est un feu de broussailles. Là, ça part. Il peut y avoir 100 membres du personnel malades en même temps. C'est très, très contagieux. Alors, on avait fait une étude où on était allé sur les étages lorsque des gens avaient la gastro, puis on a trouvé en fait du virus de la gastro partout sur l'étage dans l'air. D'avaler une seule particule qui contiendrait 5-6 virus peut nous donner la gastro. Et lorsque quelqu'un est malade, dans ces déjections, il y en a 10 à la 12. Fait que c'est des quantités, c'est 1000 milliards de virus par gramme. Fait que là, on se rend compte qu'une mini-gouttelette va en contenir bien assez pour infecter une armée au complet. Donc, ça explique à quelque part pourquoi ça se répand si vite. La pandémie de COVID a vraiment ouvert les yeux, je pense, aux gens sur l'aspect de la transmission gouttelette-aérosol. C'était presque drôle parce que j'ai jamais entendu parler de ça aux nouvelles, j'ai jamais entendu parler de ça par la famille, mais là, les gens commençaient à entendre parler 1 mètre, 2 mètres, longue distance, courte distance. Je pense que les gens ont réalisé que la transmission des maladies infectieuses peut se faire de différentes façons et que les maladies sont versatiles. Ils ont rarement une seule façon de se transmettre. Un projet majeur qu'on a commencé en 2020 s'intéresse à l'antibiorésistance, mais le rôle des bioaérosols dans la transmission de l'antibiorésistance. Là, on comprend que c'est des bactéries que, lorsqu'on est infecté, il n'y a presque pas d'option de traitement. Donc, c'est la prochaine pandémie, selon l'OMS, c'est les bactéries multirésistantes. Tous les modèles de risque existants aujourd'hui incluent l'alimentation. Donc, votre viande, elle vient d'où si vous mangez de la viande? Les légumes que vous prenez viennent d'où? Est-ce qu'il y a eu des épandages de produits chimiques? Est-ce que vous consommez des antibiotiques? Absolument aucun modèle de risque est capable de mettre dans les calculs l'air. Donc, si vous habitez à côté d'un champ où on épand du lisier de porc qui est rempli de bactéries multirésistantes, ou si vous habitez à côté d'un hôpital, ou à côté d'une usine d'épuration des eaux, ou à côté d'un centre de compostage, comment est-ce que ça va influencer le risque que vous avez de développer une maladie avec une bactérie multirésistante?
À l'issue de toutes nos recherches et des recherches partout dans le monde, ce qu'on aimerait faire, c'est inclure dans les calculs de risque, vous habitez où, l'air que vous respirez a des chances de provenir de quel endroit. Avec les données météo, on connaît la direction des vents principaux. Donc, c'est des choses, mais là, on parle de trucs très complexes, c'est d'intégrer ça dans des modèles pour essayer éventuellement d'avoir une retombée sur la prédiction du risque. C'est très, très complexe. Donc, le fait qu'on s'en rend pas compte, ça devient encore plus difficile de savoir, en fait, c'est quoi l'impact là, précis. D'avoir réussi à construire cette équipe-là qui est crédible, qui est sérieuse, qui est passionnée. Je leur confie tous les mandats, ils me représentent, ils représentent l'équipe, c'est des ambassadeurs fabuleux. Donc, je pense que c'est un peu ça, c'est vraiment l'aspect humain des personnes avec qui j'ai su m'entourer. Puis je dis souvent que c'est ma meilleure qualité, c'est d'être capable de trouver les bonnes personnes.